Bonjour, bienvenue en ce lundi 10 mars 2025. Bonjour Jean-Michel Vernochet, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous avez beaucoup de choses à dire sur la situation préoccupante actuellement en Syrie. Que se passe-t-il? Est-ce que vous pouvez nous parler de ces violences, notamment contre les civils? Oui, écoutez, apparemment, il y a eu, on peut parler de massacre, puisqu'il y aurait eu, depuis jeudi dernier, un total d'un millier de morts, mais certainement tout à fait au-delà. J'ai vu par images interposées, bien entendu, des colonnes de 4x4 enfiler la route côtière vers Tartous, puis l'attaquer, qui se trouve accolé au Sancak d'Alexandrette, c'est-à-dire la Turquie. Et apparemment, les choses ont évolué de façon tragique. Il n'y aurait pas seulement des Alaouites, mais également des chrétiens. Enfin, je ne pense pas que dans le pays alaouite, il y ait beaucoup de chrétiens, mais encore que. Euh, les Alaouites, c'était la minorité dominante, qui était une très grosse minorité, qui était au pouvoir depuis 1970 avec l'arrivée aux affaires d'Hafez el-Assad. Ces gens qui étaient des déshérités dans la Syrie d'avant, dans la Syrie des années 50, de grands déshérités qui étaient considérés comme une sous-classe, une sous-catégorie sociale, ethnique et religieuse, étaient arrivés par, Nasser en Égypte ou comme le colonel Kadhafi en Libye, par le truchement de l'armée. Il fallait des officiers, il y avait peut-être une crise des vocations. En tout cas, les Alaouites s'étaient engouffrés là-dedans. Alors, les Alaouites, très grossièrement et schématiquement, qu'on ne me cherche pas des poux dans la tête, c'est une drôle de religion qui est à mi-chemin, à cheval, un peu sur le christianisme et sur le schisme, mais ce n'est pas non plus véritablement un schisme. On ne va pas entrer dans les arcanes de la mosaïque ethno-confessionnelle qui se trouve au Proche-Orient, au Levant, et qui est extrêmement complexe. Quand on parle des minorités chrétiennes, ce sont vraiment des minorités, parce qu'il y a des dizaines d'églises, des orthodoxes, des catholiques grecs, des orthodoxes grecs, l'église primitive de chez primitive, comme les nestoriens, par exemple. Quand vous entrez dans des églises nestoriennes, vous voyez, il y a près du maître-autel, mais chez les Arméniens aussi, vous voyez le serpent de bronze de Moïse, Moïse qui avait massacré les siens qui adoraient un veau d'or, mais qui leur avait fait adorer un serpent de bronze. Comprennent qui pourra. Alors, je ne sais pas si on lit vraiment l'Ancien Testament, mais sinon on a des surprises quand on s'y plonge. Revenons là-dessus. Les Russes, et je le dis depuis sur différents médias depuis samedi dernier, ont eu cette élégance. Je ne sais pas si c'est de la générosité, ont eu cette grande élégance d'ouvrir les portes, non pas du Saint des Saints, mais d'une zone de très haute sécurité qui est l'aéroport stratégique de Rémémine, qui est une base de projection aérienne vers l'Afrique. Donc vous voyez l'importance de Rémémine qui est juste au-dessus de l'Ataquié. Donc les civils s'y sont réfugiés, mais je peux vous dire, pour connaître un tout petit peu le Proche-Orient, m'y être un peu frotté, qu'en général les massacres, ce ne sont pas des massacres tendres. Hein. Qu'à voir ce qui se passait pendant ce qui s'est passé pendant la guerre civile libanaise. On se massacre allègrement, on se dépaisse, c'est assez sauvage. Et donc voilà, il y a eu apparemment des Alaouites, comme ça s'est déjà passé à Homs, avaient refusé de rendre les armes. Jusqu'à présent, il y avait des meurtres, une véritable épuration, qui n'était pas encore une épuration ethnique, mais une épuration individuelle d'anciens membres d'administration, d'agents de l'ancienne administration, l'administration de Bachar el-Assad. Mais c'était Monsieur
Al-Jolani, alias El Chara, nous expliquait que c'était des cas individuels, que c'était tout à fait isolé, donc c'était pas du racisme ethno-confessionnel. On dit la même chose en France. À chaque fois que quelqu'un s'est fait poignarder, c'est toujours un déséquilibré, même quand il crie Allah Akbar. On est en train de juger le cas d'un homme, d'un chef d'entreprise qui attendait devant un commissariat, qui a pris un coup de tranchet. Il a survécu, il est marqué à vie, bien entendu, au cri de Allah Akbar. Mais les juges, les bons juges franchouillards, ont refusé de reconnaître que c'était un acte terroriste, puisque c'était un acte individuel. Bon. Comprenne qui pourra, mais enfin c'est la rhétorique moderne. On joue avec, on fait du bonneteau sémantique et très forte pour dissimuler la réalité sous différents chapeaux. Voilà. Revenons. Donc, la base de Rémémine a accueilli un certain nombre de civils, mais certainement pas tous. Je ne sais pas à l'heure actuelle si les massacres se poursuivent. Monsieur Al-Jolani a appelé au calme, à la réconciliation nationale. Mais ce qui est intéressant, ce sont les aspects géopolitiques de la chose. Israël vient de publier une lettre. Alors là, je suis largement sceptique des Alaouites demandant refuge à Israël. Et si vous arrivez sur la côte syrienne, qui est majoritairement alaouite, vous serez accueillis avec des champs et des fleurs. Enfin, Israël est loin. Là, je pense qu'Israël pratique, c'est sur I24 News, une sorte de trucage. Ce sont les Druzes qui aujourd'hui, pour une partie d'entre eux, voudraient devenir israéliens parce qu'ils disent il vaut mieux être du côté du Manche que du côté de l'enclume. Et les Druzes, mais pas les Alaouites. Enfin, ça semble extraordinaire. Ou alors c'est un faux, mais dans la guerre de l'information, les guerres de communiqué, de propagande, ce sont des faits qui sont courants. Alors, les Alaouites donc sont détestés parce que ils étaient la minorité aux affaires. Et que au fond il y a un esprit de vengeance. Il y a cette éruption tellurique, mais à laquelle beaucoup s'attendaient. Alors jusqu'où cela ira-t-il? La question se pose. Il y a eu déjà des incidents au Liban. Le Liban tremble qu'après les attaques israéliennes massives, il y ait l'écran, voilà, l'écran était noir. Des attaques israéliennes massives, ben la guerre ne se, enfin plutôt que ces incidents qu'on peut qualifier pudiquement d'intercommunautaires ne se propagent chez lui. Je parle du Liban. Alors maintenant, Israël, puisque nous étions sur Israël, ben Israël tremblote un peu à l'idée que s'il y avait une sorte de regain, de retour de la guerre civile en Syrie, eh bien, l'Israël se trouvait confronté à la Turquie, et ça, c'est sa grande trouille. Voilà, il préfère un État islamiste, tout à fait. Alors là, pour le coup, il y a eu une lettre de remerciement d'Al-Jolani. C'était le 7-8 décembre, au moment où Damas est tombé, Al-Jolani qui remerciait l'État hébreu de l'aide qu'il lui avait apportée. Précisons, rappelons que les Israéliens en ont profité pour déborder les hauteurs du Golan, qu'ils avaient annexées, et cette annexion ayant été reconnue d'ailleurs par M. Trump lors de son premier mandat, et que là, il progresse en territoire druze. Donc chacun se prend un petit morceau. Alors, pourquoi Israël a-t-elle cette crainte? C'est parce que si quelqu'un peut intervenir aujourd'hui, on a la capacité, c'est Ankara, donc la Turquie, pas par humanitarisme, par amour des Alaouites, mais tout simplement parce que Ankara a envie de progresser vers le sud
et de manger un morceau de la Syrie en état de grande faiblesse. Et donc, le projet aussi, c'est un dépeçage de la Syrie. Les Kurdes verraient bien la création, avec l'aide peut-être américaine, d'un État kurde. Ils en ont manqué plusieurs fois. Alors, rappelons que je crois que c'était le traité de Sèvres. En traité de Sèvres, c'était 1902. C'était au moment du traité. C'est l'un des traités annexes au traité de Versailles. Versailles, c'est 1919, et le traité de Sèvres, ça doit être par là aussi, 21, je crois. Et qui avait promis un État aux Kurdes. 1920. 1920, j'ai vérifié. Voilà, je me trompais d'une année. Oui, je passe mon temps, c'est le vieillissement cérébral. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux rien. Ça va. Il y a pire. Il y a bien pire. Bon, et en 1920, cette promesse qui n'a jamais été tenue par la communauté internationale. Donc là, il y a ce risque géopolitique d'une avancée de la Turquie sous prétexte et sous couvert de venir au secours des populations civiles. C'est ce qui serait extraordinaire, puisque rappelons qu'en 1915-1916, l'Arménie, les Arméniens, les populations arméniennes ont subi un génocide, mais qui avait déjà commencé en 1893, 94, 95, 96, ce qu'on appelait les grands massacres hamidiens, de même que les massacres de Syrie, les fameux Syriaques, avaient été aussi largement décimés à l'époque. Enfin bon, Proche-Orient, on est vigoureux, on fait des enfants, c'est pas comme dans la vieille Europe, et les communautés se reconstituent. Enfin, tendanciellement, les chrétiens du Levant, les chrétiens du Proche-Orient, du très Proche-Orient, sont éliminés, disparaissent, se dissolvent dans la nature. Il y a des diasporas un peu partout. Il y a plus d'Arméniens dans la diaspora, ou même de Libanais, qu'il n'y en a dans leur pays, dans leur nation. Voilà, pour l'instant, si vous voulez une précision quelque part, je l'apporte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce groupe nommé HTS, donc ce groupe rebelle islamiste de la guerre civile syrienne? C'est très simple, c'était Jabhat al-Nusra, avant c'était Al-Qaïda. Il y avait deux tendances concurrentes. Al-Qaïda, c'est-à-dire la base c'était une base, non pas une base de données, une liste de noms? Oui, c'était une base de données, hein, c'était une liste de personnes, ça donnait Al-Qaïda, et qui avait des franchises, comme on dit, Al-Qaïda par-ci, Al-Qaïda par-là, et Daesh qui, lui, avait voulu créer un émirat islamique, et même plus que ça, un califat islamique. On a eu une amorce avec al-Baghdadi, à Mossoul, le califat califat, si vous préférez, de Mossoul. Et il faut savoir que Al-Jolani et Baghdadi ont passé au moins 2 ou 3 ans ensemble dans un camp américain. L'un comme l'autre ont eu le temps d'être travaillés au corps, formés, formatés et inféodés au service américain, ce qui ne fait de doute pour personne. On peut d'ailleurs, pour parler ou schématiquement, là aussi, chacun choisira, de dire que en fait, Daesh, l'État islamique, c'était du mercenariat déguisé américains en grande partie. Eux-mêmes ne savaient pas pour qui ils combattaient, ils croyaient combattre pour l'islam très radical, c'est-à-dire le wahhabisme. Je vous renvoie, je vous supplie de lire Les Égarés. Le wahhabisme est-il un contre-islam, que j'ai publié il y a une dizaine d'années, mais qui vous donnera toutes les clés pour comprendre ces luttes. Quand on parle d'islamisme, l'islamisme est fondamentalement distinct, différenciable d'avec l'islam,
puisque le wahhabisme a été rejeté par toutes les 4 grandes écoles juridiques musulmanes avant l'Ijtihad, c'est-à-dire avant la fin de l'exégèse. On parle du monde sunnite, de l'exégèse coranique. L'exégèse a continué dans le monde chiite, hein. Mais ce sont 2 mondes séparés. L'Ijtihad est intervenu au XIe siècle, et tout d'un coup, au XVIIIe siècle, le diable sortant du chapeau, il y a un prophète prédicateur qui s'appelait Abdul Wahab qui a sorti cette hérésie qui a fait Flores. Il y a même eu un royaume wahhabite, ou un sultanat, pardon, un royaume, que dis-je, la souveraineté n'appartient qu'aux seigneurs et pas aux hommes. Donc un sultanat wahhabite en Inde. Vous verrez tout ça en lisant les Égarés, livre recommandable entre tous. Donc Al-Jilani et Al-Baghdadi se sont côtoyés, sans doute fréquentés, ont pu échanger, et Al-Jilani, lui, à sa libération de ce camp américain, est allé à Idlib. Idlib, c'est juste au nord d'Alep, à la frontière avec la Turquie, avec une zone de strict contrôle turc. Et la guerre daéchienne a continué. Lorsqu'il y avait des repentis à Damas ou ailleurs, on organisait des convois d'autocars et tout le monde rejoignait Idlib, puisqu'il y a eu une politique pas de réconciliation, mais de conciliation entre le régime baathiste. Baathiste, c'est socialiste, national, arabe. C'est une idéologie qui, en grande partie, a été fondée, inventée par le chrétien Michel Aflaq, qui avait sa statue à Bagdad, ce chrétien Michel Aflaq. Et quand les Américains sont arrivés, la première chose qu'ils ont faite, c'est de démolir la statue d'Aflaq. Voilà, parce qu'ils n'aiment pas le socialisme arabe, nationaliste arabe. Je rappelle que l'armée syrienne était l'armée arabe syrienne, arabe. C'est-à-dire qu'il y avait toujours une tentation, ce nationalisme arabe ne se cantonnait pas à la Syrie. Il englobait, Kadhafi aussi a été possédé par le démon de ce nationalisme arabe, mais personne n'a jamais réussi à faire l'unité du monde arabe. Sinon, ça se saurait. Et donc, Al-Jilani est allé s'enquister à Idlib, où la guerre a continué en permanence. Je crois que c'était en 2021, j'étais à Alep, avec d'ailleurs la très regrettée, très jolie, très élégante Daria Dugina, et nous étions allés dans un délicieux restaurant, délicieux, c'est la meilleure nourriture que j'ai jamais mangée en Syrie, et Dieu sait que j'ai mangé parfois d'excellentes choses au pied de la forteresse, mais il fallait pas rester sur la terrasse parce qu'il pouvait y avoir des tireurs embusqués dans la nuit. On a des intensificateurs de lumière qui permettent, ou des viseurs infrarouges. C'était en dessous de cette citadelle extraordinaire, sur un promontoire qui est vraiment là aussi un morceau d'architecture tout à fait remarquable. Donc même en pleine nuit, il fallait pas rester sur la terrasse, il fallait passer tout de suite dans le restaurant pour être à l'abri. Et on entendait le canon qui tenait non pas à 40 km à Idlib, mais à 20 km. Hein. C'était en 2021. Et si je ne me trompe, parce que j'ai fait plusieurs voyages à ce moment-là en Syrie. Et pour vous dire, et alors pourquoi les Syriens, quand ils en avaient encore les moyens, n'ont-ils pas réduit la grosse poche d'Idlib? Eh bien, tout simplement parce que les Russes et les Turcs leur ont interdit. Voilà. Donc ça, c'est une erreur majeure, une erreur géopolitique. Et puis, on va pas revenir sur l'effondrement du système miné par plus personne n'avait d'argent, on payait
$4 par jour un soldat de l'armée arabe syrienne, là où il en aurait fallu une vingtaine. La population avait faim. Depuis les années 21, d'ailleurs, il y avait de grosses coupures d'électricité, il n'y avait plus de carburant. Enfin, la situation était extrêmement dramatique, d'où l'effondrement, entre autres, du système. Et voilà, mais la poche d'Idlib n'avait pas été réduite. À Bagdad même, à Bagdad, à Damas, il restait aussi des quartiers entiers qui étaient tenus par les anciens de l'armée syrienne libre, donc les gens proches d'Al-Nosra, etc. Mais c'était des islamistes fréquentables. Vous savez, ceux qui, dans la bouche de Monsieur Fabius, qui est toujours aujourd'hui président du Conseil constitutionnel, faisaient du bon boulot. Et ces gens avaient gardé leurs armes individuelles. Il y avait des quartiers, des zones entières, à Damas même, où ces gens étaient demeurés. Donc là aussi, il y avait des poches, ce qui explique la chute de Damas. Et quand je parlais des convois d'autocars qui parlaient à Idlib, ces gens partaient avec leurs armes individuelles aussi. Vous voyez, la conciliation, la recherche de compromis et d'apaisement du régime baassiste était très grande. Maintenant, disons un mot, on continue à parler du boucher de Bagdad, oui. Du boucher de Damas en parlant de Bachar el-Assad. Oui, oui. Et justement, d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez du documentaire Survivre à Assad qui révèle les excès de ce régime Non, mais présupposés, les excès présupposés du régime de Bachar el-Assad. 90% de manipulation, les histoires ont été montées en épingle d'utilisation de gaz, de chlore, de tout ce que l'on veut. Il y en a qui ont été fabriqués de toutes pièces. On sait que, par exemple, les fameux casques blancs qui opéraient du côté des pauvres rebelles, c'était des gens qui étaient financés par Soros. J'ai pas besoin de vous faire de dessin. Pour vous, ce documentaire, c'est une manipulation, en fait. Je me souviens pas, là, je l'ai peut-être pas vu, mais tout est manipulation. Bachar était un grand bourgeois qui aimait les chevaux. Sa famille pratiquait d'ailleurs le saut d'obstacle. J'ai assisté à des séances pendant quand même que la population avait faim et se serrait. Il y avait des distributions de nourriture, comme il y en a eu jusqu'au bout en Irak. Et parce que comme c'est un régime socialiste, on fait des distributions de pain. Il y a s'il y a un rationnement, il y a aussi une alimentation organisée, des systèmes d'approvisionnement organisés par l'État. Et donc, aujourd'hui, même des gens, je crois, comme Hervouet sur CNews, ont dit « Ah oui, on avait peut-être beaucoup de choses à lui reprocher, en parlant de Bachar el-Assad, mais au moins il y avait la stabilité, les communautés, les minorités n'étaient pas massacrées. » Ben, c'est la vérité. Bachar n'a jamais perpétré de massacres comme ceux auxquels nous sommes en train d'assister. Mais c'était de bon ton. De même que Poutine est un monstre, un dictateur. Bon, je rappelle que Daria Dugina a été sautée avec sa voiture. Cette très jolie et intéressante femme qui avait pris pour pseudonyme Platonova, fille de Platon. Oui. Philosophe. Non, mais je parle d'elle avec regret, puisque c'est une rencontre charmante. Je vais vous donner une anecdote. On avait pris un petit avion, le seul avion à décoller, un petit avion militaire, alors tout petit, crasseux, dégueulasse, les sièges cassés. Et les pilotes syriens, en fait, étaient habillés à la russe. Et Daria, qui fumait,
pourquoi pas? On veut nous priver de tout. On veut nous priver de l'alcool, du vin, du tabac. Nos vices nous aident à vivre. Enfin, nos petits vices nous aident à vivre. Et il vaut mieux avoir des petits vices que de grands défauts. Et aller dans le poste de pilotage pour fumer, pour ne pas nous déranger. Bon, c'était assez anecdote assez amusante. Nous sommes arrivés dans une petite ville de garnison. On nous a dit surtout vous posez pas de questions. On a été reçus par le patron des services militaires qui nous a très bien traités dans son bureau qui était aussi son appartement. Et qui était désolé parce qu'il dit mais c'était pas très loin d'Idlib. Nous avons passé une trêve et on nous a tué 12 hommes la nuit dernière, avec des gens avec qui il était outré, désolé. Il y avait eu une attaque au moment où la paix était censée régner, ce qui vous donne un peu l'ambiance, l'ambiance de la Syrie à cette époque. Enfin, la paix régnait à Damas. Alors qu'en 2013, on ne pouvait pas prendre un taxi de peur de se faire enlever, par exemple. Voilà. Non, Bachar n'a pas été. J'imagine que les services de renseignement de Bachar ne devaient pas être tendres, mais quand on a libéré les soi-disant pourrissoirs humains, on a vu. Vous voyez, d'ailleurs, les images se sont évanouies très vite. Hein. On cherchait dans les prisons des gens qui étaient là depuis 10 ans. Je pense qu'on a dû aller prendre dans un hôpital psychiatrique 2 ou 3 personnes, mais il y avait personne. Je sais pas. Thierry Messant d'ailleurs apporte un témoignage intéressant. Son compagnon, puisque Thierry Messant a vécu des années et des années en Syrie avec son compagnon, avait été arrêté pour je ne sais plus quelle raison. Il a été mis en prison. Et alors c'était une prison, certes, mais les conditions étaient tout à fait je n'oserais dire convenable, mais en tout cas normal pour une prison du Proche-Orient. En tout cas, il n'avait pas subi de sévices alors qu'il avait été mis avec le lot des gens qui avaient été arrêtés ou raflés à ce moment-là. Vous devriez interroger Thierry Messant. Ce serait intéressant. Oui, oui. Je vous donnerai son adresse électronique. Messant passe souvent au courrier des stratèges. Oui, je le regarde de temps en temps, effectivement. Oui, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais c'est un témoin, voilà, c'est un témoin qui apporte des éléments au dossier. Et lui-même vous dira, il avait vécu en Iran, il avait vécu longtemps au Liban, où apparemment la France avait tenté de le faire enlever. Apparemment, enfin, il a des récits très circonstanciés sur la chose. Il n'a jamais. Alors, je puis vous dire, et je témoigne que en Syrie, il y avait une dizaine, 11, je crois, services de renseignement. C'est comme aux États-Unis, hein, on a une petite vingtaine, il y en a fait 16 ou 17. Et les services de renseignement se font la guerre. Donc, j'ai témoin, il était là, d'avoir assisté à un psychodrame terrible. On m'avait reproché d'avoir parlé à Messant dans le hall de l'hôtel où nous étions, et j'ai bien compris que c'était, on me disait, mais c'est un espion, c'est un traître. Alors je dis, bah, pourquoi l'hébergez-vous? Pourquoi est-il en Syrie? Pourquoi a-t-il les mains libres? Voilà. Donc tout ça aussi pour vous donner une idée de la complexité, de la situation là-bas. Et donc, les Russes, j'en viens à ça, et surtout les Turcs, ou les Russes, en appui des Turcs, ont empêché le régime baathiste de nettoyer Idlib, d'où la chute finale du régime. Que pensez-vous de cette déclaration ?
Je dis pas que c'est du plus haut comique, mais ça les sert d'eau. À moins que les Alaouites ne soient des Israéliens, pour lesquels M. Valls a un amour immodéré, absolu, passionnel, viscéral, mais il s'inquiète du sort des Alaouites. Bon, bah, M. Valls essaye d'exister. Il doit s'occuper, lui, des territoires d'outre-mer. Euh, euh, En dernier ressort, je crois il avait dû rencontrer les indépendantistes kanaks en Nouvelle-Calédonie et il militait pour l'indépendance à mi-mot ou implicitement de la Nouvelle-Calédonie. Alors qu'il y a eu 3 référendums. Bon, les Kanaks sont des Kanaks. Il y a bien les Bretons. Si on peut faire un référendum en Bretagne, on va trouver beaucoup de gens qui seront pour l'indépendance de la Bretagne. Moi, personnellement, je suis pour l'indépendance de la France. La Francie. La Francie, c'est ce qu'on appelle l'Île-de-France aujourd'hui. Je suis francien en grande partie d'origine, ce qui devient rare, mais d'origine profonde. Et bien, non, Monsieur Valls est un plaisantin. Euh, le, il a envie d'exister sur le devant de la scène, alors que je ne crois pas qu'il soit capable de résoudre les difficultés de Mayotte, ni de la Nouvelle-Calédonie, ni éventuellement de la Guyane. Souvenez-vous, cet homme a tout échoué. Il veut échouer dans tout, échouer comme Premier ministre en France, mais plus encore lorsqu'il prétendait devenir le maire de Barcelone. Voilà, c'est pas un trublion, c'est une marionnette. C'est un carriériste, vous diriez? Pardon? C'est un carriériste, tout simplement? Bah, sa carrière il a été Premier ministre, certes, mais enfin aujourd'hui, qui n'est pas Premier ministre dans notre malheureux pays? Hein? Oui, je vous le demande. Nous, peut-être. Mais M. Beyrouth ne tient à Matignon que par un fil, à l'hôtel de Matignon que par un fil. Demain matin, la première motion de censure le fera tomber. Mais il faudrait pour ça que le Rassemblement national se réveilla et mérite véritablement son étiquette. Le Rassemblement national n'en prend pas le chemin. J'entendais Monsieur Bardella ce matin, qui était un tout petit peu convaincant, qui avait l'air de connaître un tout petit peu son dossier sur la question du partage de l'arme nucléaire de la France ou de sa dissuasion. Mais alors pour le reste, il est quand même d'une médiocrité assez étincelante. Hein. Ben, il est à l'image de la France finissante, de l'Europe sénile, atteinte dans bien des cas de démence aussi sénile, puisque il était question de faire la guerre à la Russie. Avec quels moyens, quoi, quand, comment. Tout ça ne tient pas debout. Mais notre classe politique, elle aussi, mériterait d'être revue de fond en comble, de renvoyer tous ces braves gens au féminin et au masculin à leur cuisine, à leurs chères études, à leur petit job, à leur pantouflage. Pantouflage, c'est quand un fonctionnaire part dans le privé, hein, c'est pas le contraire. Alors, pantouflage, comme Madame Rocky Diallo, l'immense féministe française qui, elle, aujourd'hui a été recrutée par le Washington Post. Mais je pense que c'était pas une bonne affaire parce que le wokisme a trouvé son refuge et son dernier bastion dans cette Europe finissante. Et que fait concrètement le gouvernement français pour agir pour les Alaouites et les chrétiens d'Orient, pour essayer Rien. Je voyais le blog de Penser la France ce matin, qui a un petit truc gaulliste, mais plutôt honorable, plutôt actif, qui disait mais c'est une honte absolue, c'est un scandale prodigieux. La France se tait
on massacre les chrétiens d'Orient. On en revient, on n'a pas bougé depuis un siècle et demi, on continue à massacrer, on ne fait rien. Et les Américains, d'ailleurs, qui sont les seuls qui pourraient éventuellement intervenir, ne bougent pas. Alors ne parlons pas du Royaume-Uni, qui ont et l'Union européenne, c'est-à-dire Madame von der Leyen, ont donné de l'argent à HTS pour sa stabilité, donc ils vont pas désavouer les gens qu'ils ont soutenus. Qu'ils soutiennent financièrement parlant. Voilà, on finance l'Union européenne et le Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni coche toutes les bonnes cases. Hein. Entre le roi Charles III qui rompt le jeûne avec les musulmans, on l'a pas vu se faire mettre une croix de cendre le mercredi précédent, comme Monsieur Rubio aux États-Unis, le secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État, qui avait une croix de cendre sur le front pour l'ouverture, le commencement du carême chrétien. Non, à Paris, Monsieur Macron fête Hanouka, Hanouka, la fête des Lumières à l'Élysée, mais on ne l'a jamais vu ni fêter Noël, puisqu'il n'y a plus d'arbre Noël à l'Élysée, ce qui était une tradition autrefois, et ni rien de semblable. Donc, Monsieur Macron est un aimable guignol. Je ne sais pas s'il est aimable, en tout cas, c'est un guignol, ça c'est sûr. C'est la France qui dénonçait le silence des médias. Ce matin, j'en ai entendu parler un petit peu de cette crise, un petit peu sur France Inter, un petit peu, et un petit peu sur Radio France Internationale, mais très brièvement, en passant, aucune télévision, grande télévision privée, BFM, CNews, LCI n'en parlait hier. Encore LCI aurait peut-être dit un mot. Voilà, mais enfin, on voyait pas d'image les colonnes, non pas de blindés, mais les colonnes de 4x4 surarmées avec des mitrailleuses déferlant sur le pays alawite. Ça, il n'y a pas question de montrer ce type d'image, ni les massacres. Les images existent, hein. On en reçoit constamment, plus atroces les unes que les autres, mais non, il faut respecter la pudeur et la sensibilité de nos téléspectateurs, ça c'est sûr. Mmh. Donc on peut dire que pour ce gouvernement, il y a des vies qui ont plus de valeur que d'autres. Ben oui, comme d'habitude. La vie des chrétiens n'a pas de valeur. Si c'était des musulmans sunnites que l'on massacrait, qui étaient massacrés par des alaouites, alors là, je pense que la France entière serait déjà en ébullition, serait mobilisée. Vous savez, c'est George Orwell. On est dans un univers orwellien. Hein. Trump et Poutine veulent la paix, mais on nous dit que ce sont des va-t-en-guerre, hein, que ce sont eux qui font la guerre. Et ce sont ceux qui demandent la guerre. Orwell nous disait, la paix, c'est la guerre. Bon. Donc tout est inversé. On ne fait pas de sondage là-dessus, mais il y a quand même une opinion largement répandue en France, dans le grand public, que Trump est le véritable danger, que c'est Trump qui veut la guerre. Je sais pas. Les esprits sont, j'aime bien l'expression tourneboulés, ont été tordus. Et pourquoi voulait-il Kamala Harris avec Biden? Mais c'est eux qui alimentaient. Trump a au moins le mérite d'avoir supprimé le soutien des satellites américains, le soutien des services de renseignement américains et des approvisionnements d'armes, au moins pour le moment, tant que les pourparlers de paix ne se trouvent pas réellement engagés. Mais c'est suspendu. Donc, plus d'essence dans le moteur cale, il s'arrête. Donc, puisque je parlais d'Orwell, le monde orwellien, dans la ferme des animaux, Orwell, les animaux prennent le pouvoir, c'est la démocratie, tout le monde est égal, et il y a les cochons, des super cochons qui sont là, qui nous expliquent que tous les animaux sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres.
Voilà. C'est un peu ce qui se passe aussi dans nos sociétés. Toutes les minorités sont intéressantes, mais il y a des minorités plus intéressantes que d'autres. Mettez un graffiti sur tel ou tel mur, et là aussi, c'est l'explosion d'indignation, de colère, de rejet. Faites brûler une église, personne n'en parle. Et c'est pas une église, c'est plus de 30 édifices chrétiens qui ont brûlé l'année dernière. Bon, deux poids, deux mesures. Tous les animaux sont égaux, mais d'autres plus égaux que d'autres. Et il est bien clair que le sort des Alaouites n'intéresse personne dans la presse, mais là, ils vont bien être obligés quand même de se pencher sur la question. Je parlais des Américains qui pourraient intervenir. L'ambassadeur Morgenthau, c'était le père du conseiller de Roosevelt, Morgenthau devait être le secrétaire au trésor de Roosevelt, mais son père était ambassadeur au moment des grands massacres de 1915-1916, et il voyait pas grand-chose sur place. Il n'a pas mobilisé l'Amérique. Les Anglais, les Français envoyaient des bateaux pour sauver autant qu'ils le pouvaient des chrétiens qui étaient massacrés, mais pas les Américains. Ça ne s'est pas fait. Enfin, à ma connaissance, si je dis une bêtise, vous me pardonnerez, mais en tout cas, c'était marginal par rapport à l'aide internationale. L'Amérique n'a pas fait pression à ce moment-là sur. Il y avait encore un sultan qui était au pouvoir, mais c'était un fantache. C'était les gens, c'était les jeunes Turcs qui étaient aux affaires, et c'est eux qui ont, entre autres, instrumenté des tribus kurdes pour massacrer les Arméniens. Le sujet est tout à fait passionnant et devrait être réactualisé. Alors, les massacres actuels n'ont pas l'ampleur de la tragédie absolue de 1915-1916, puisque c'était sous couvert, on massacrait les gens sous couvert de les déporter, notamment vers le désert syrien, et on les massacrait tout le long de la route. C'était donc des marches de la mort, des vraies marches de la mort, comme il n'en a pas eu d'autres dans l'histoire. Très bien. Un clin d'œil effectivement à la ferme des animaux que je suis en train d'enregistrer pour des radios locales privées, dont je mettrai un extrait sur cette chaîne dans quelques temps. Donc on assiste à un mouvement de déchristianisation du monde de la part, enfin, de certaines de l'Orient. En Europe, le pape ne se porte pas très bien, mais le pape a aussi contribué à la suite de Vatican II à vider les églises. Je voyais une petite caricature, on voyait un petit garçon dans une église vide qui parlait au prêtre, et le prêtre lui expliquait Vatican II a permis à l'église de s'ouvrir sur le monde. Et alors, le petit garçon lui dit, mais alors, les fidèles se sont dispersés, évanouis, c'est pour ça que l'église est vide. Ben oui, l'église est vide. Les églises d'Orient ne le sont pas encore, mais elles le sont par la force des choses, puisque de massacre en massacre, pensez qu'en Irak, il y avait, les uns disent 1 million, non, ils étaient les chrétiens irakiens, principalement assyro-chaldéens, c'est-à-dire des catholiques assyro-chaldéens, étaient encore à peu près 700 000 au moment de la crise de 90, et on disait 1 million, mais mettons 700 000. Après la guerre de 2003, il en restait 150 000. Ça vous donne une idée. C'est une question que j'ai regardée d'un peu près, que j'ai suivie pendant des années, et les garçons étaient partis, les filles restaient dans des villages, des villages, on
pouvait plus épouser personne. Et là-bas, à 24 ans, on était une vieille fille, hein, faut le savoir, une vieille fille. Et dans les villages, les derniers villages chrétiens, les jeunes musulmans venaient, puisque les filles sortaient librement, non voilées, et il y avait soit des mariages consentis, mais également des enlèvements. Les chrétiens servaient de vivier pour les jeunes musulmans en mal de compagne. Pour conclure, on va quand même garder la foi, donner un message d'espoir aux spectateurs. Et je vais vous laisser conclure avec votre expression préférée. Oui, haut les cœurs. Mais de toute façon, les miracles arrivent. Je ne suis pas. Je regarde la bouteille Trump à moitié pleine. Je ne regarde pas le vide. Je pense que j'espère que les républicains régleront la question du Levant, qui est aussi là une épuration ethnique épouvantable. Officiellement, on a plus de 40 000 morts à Gaza. D'après The Lancet, grande revue médicale anglaise, on serait à 100, entre 100 et 200 000 réellement, puisque il y a encore toujours les cadavres qui gisent sous les décombres. Donc, espérons que la grande Amérique réglera au mieux la question palestinienne. Monsieur Netanyahou, lui, se sent le vent en poupe. Il aurait même des velléités éventuellement d'attaquer l'Iran. Je signale qu'il y a, mais attaquer l'Iran, serait attaquer directement la Russie, puisque Russie, Chine, il y a de grandes manœuvres conjointes qui se déroulent ou sont en cours ou vont se dérouler incessamment sous peu entre les trois grandes puissances. L'Iran est une grande puissance par le nom, par la démographie équivalente à la France, même si c'est un pays divisé entre les forces de la tradition et les forces d'une modernité débridée, occidentalisée ou occidentaliste. Donc c'est un gros morceau, l'Iran. Quelle va être la politique de Trump? A-t-il véritablement une vision, des visées pour un grand Orient, un grand Proche-Orient qui serait normalisé, pacifié, stabilisé? Je ne dis pas harmonisé. La tâche est rude. Et il n'est pas sûr que M. Trump, dans les 2 ans qui lui sont impartis, puisqu'il y a des élections de mi-mandat, ait le temps de réaliser une tâche aussi vaste. Maintenant, on jugera le maçon au pied du mur. Je parle de la vraie maçonnerie, au pied du mur, et on verra ce que lui et son équipe sont capables de réaliser. Mais déjà, un pied devant l'autre, l'Ukraine. Alléluia. Inch'Allah. Merci beaucoup, Jean-Michel Vernochet. La grâce de Dieu. Juste un dernier mot, les chrétiens d'Orient, quand on va à la messe, ne parlent pas de Yahvé, ne parlent pas de Dieu, ils parlent d'Allah. Hein, donc on peut dire, nous aussi, Inch'Allah. Inch'Allah et haut les cœurs. Merci. Et haut les cœurs. À bientôt. Au revoir à toutes et à tous.